Sur le site, tu peux ajouter au panier et passer ta commande. Tu as des facilités de paiement, un peu comme quand tu ouvres un compte, tu payes pas tout de suite. Tu as aussi la possibilité d'ajouter au devis. Et là, ta commande, elle est transmise à la cellule commerciale. La cellule commerciale va échanger avec le client pour retravailler le devis. En gros, la proposition assez brute qu'il a faite. Quand il valide, son devis à un prix spécifique, ça devient une commande. Et lui, il peut repasser en commande et payer dans le tunnel. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Maçons, infirmières, serveurs, cuisiniers. En France, 8 millions de personnes utilisent des vêtements professionnels, entre autres pour se protéger dans leur travail. Ce marché pèse près de 1,2 milliard d'euros. Ce business B2B est lui aussi s'est révolutionné par sa digitalisation. Le e-commerce est passé par là. Et c'est pour en parler que j'ai le plaisir de recevoir David Sévelin, CEO du site oxwork.eu, spécialiste de la vente de vêtements, chaussures et équipements de protection individuelle. Vous allez le comprendre, le parcours de mon invité est celui d'un entrepreneur réellement inspirant. Vous le découvrirez lorsque nous analyserons le marché, diversité des clients, tendances, digitalisation, normes et réglementation. Nous avons beaucoup de choses à écouter et donc à apprendre. Nous poursuivrons par la proposition de valeur d'Oxwork. Comment ce pure player adresse-t-il son marché? Comment s'est-il fait une place? Enfin, nous terminerons par les questions usuelles liées à la relation client, la data, la fidélisation et l'acquisition. Mais avant de commencer, David, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci pour l'invitation. Donc pour résumer dans les grandes lignes, j'ai deux grands cursus. Donc un premier cursus où je m'étais orienté vers la logistique, plutôt logistique entrepôt pour mes derniers postes où j'étais responsable logistique jusqu'en 2000. En 2000, je me suis rendu compte que c'était un métier qui n'était pas forcément très créatif. Avant qu'on aille après 2000, globalement, t'as plutôt un cerveau commercial, ingénieur, scientifique, un mélange de tout, littéraire. Ah oui, c'est effectivement, ça fait plus de pratiquement une trentaine d'années que je travaille. J'avais oublié de présenter mon profil, donc je me suis orienté sur un profil plutôt formation à court terme, BTS technico-commercial, parce que du coup, j'ai gardé mon profil technico, électronique, mécanique, etc. Et puis, je me voyais bien dans ce profil un peu indépendant. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. T'as été diplômé en quelle année, juste pour qu'on ait un peu de notion du temps qui passe? 89, j'ai eu le bac. Après, j'ai dû arriver, je me rappelle, quand je suis arrivé en BTS, ça va être la gare du Golfe. Là, je parle comme un ancien. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais trouver du boulot. Pas forcément un boulot qui était qualitatif en termes financiers, quoi. C'était vraiment des petits jobs et je sentais que c'était un petit peu limité. Je me suis orienté sur un bac plus 4 en logistique qui a été assez formateur parce que c'était le début de l'apprentissage, comme on le vit maintenant.
Et donc, on avait un mixte entreprise et un mixte école. Et dans ces écoles, les gens qui intervenaient, c'était des professionnels qui étaient spécialisés dans la gestion de projet, la logistique, les méthodes japonaises pour améliorer les process, etc. Et ça m'a bien branché, quoi. Ça m'a fait, l'air de rien, des solides bases que j'utilise encore maintenant. Loi de Pareto, Kaizen, processus continu. Enfin, ça n'a pas trop vieilli, à vrai dire. Donc voilà, je ne sais pas si c'est assez clair sur cette partie. Si, c'est bien. Donc on a compris quel était ton background académique qui t'a permis de rentrer finalement dans le secteur de la logistique, si je comprends bien. Oui. Où tu es resté, quoi, 10, 15, 20 ans, c'est ça ? De 92 à 2000, quoi, Ouais, 8 ans. Ouais. 8 ans. 8 ans. Donc, je suis passé par différents échelons. Qu'est-ce que tu as fait là dans Le premier truc, j'ai dû commencer par travailler dans une chaîne d'approvisionnement pour des canapés. Donc livrer toutes les fournitures en flux tendu dans les canapés. Après, j'ai basculé dans un autre poste où j'étais dans une entreprise qui faisait des ensembles pour les TGV, donc tout ce qui est frein, etc. sur Amiens, où là j'étais plus à ce qu'on appelle l'ordonnancement, c'est-à-dire tu aides les gens à approvisionner les pièces sur la production pour livrer les ensembles. J'ai eu une opportunité d'un ami qui m'a dit, écoute, j'ai un poste que j'aime, mais moi je fais trop de route tous les jours, si tu veux, je te propose le poste. Et donc du nouveau challenge, où là je me suis retrouvé, avant j'étais tout seul à gérer mon activité, et là je suis passé manager. Pas vraiment de formation là-dessus. Toujours dans la même entreprise ? Non, dans une autre entreprise. Une autre entreprise Où là, on avait vraiment une entreprise qui, initialement, était dans le transport routier, qui a ouvert une structure en logistique, donc stockage de marchandises et ce qu'on appelle gross docking. Très, très grosse expérience. Là, à vrai dire, si on peut faire une petite aparté là-dessus, on travaillait avec des usines comme Renault. Ouais. Renault, Peugeot, etc. Et on livrait en flux tendu la marchandise d'un donneur d'ordre comme Plastic Onion qui faisait des pare-chocs, etc. Ouais. Et là, tu ne mets pas en rupture la chaîne. Ça n'existe pas. Ça n'arrive jamais. Donc on a toujours frôlé le catastrophe. T'es réveillé la nuit, l'équipe travaille le samedi, les gens sont en 3-8. Là, c'est très, très enrichissant quand tu démarres dans la vie, quoi. T'as pas encore les enfants. Et donc du coup, j'ai fait ça, juré jusqu'à 2000. Et puis j'ai eu un déclic une fois quand la chambre de ma fille était pas prête. Je fais... non mais là je m'éclate dans mon boulot, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il y a un équilibre vie perso, etc. Là je suis en train de me faire manger par mon travail. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là, de ces 8 années dans ce secteur-là? C'est avec quoi que tu en ressors? Ce que je me suis rendu compte, c'est j'ai appris sur le tas pour le management, donc c'est pas forcément toujours bon parce que les profils que j'avais à l'époque et les profils que j'ai maintenant, puis le RH a beaucoup changé depuis. Ce que j'ai appris aussi, c'est t'as des problèmes qui arrivent, il faut les résoudre très rapidement. Si t'as pas résolu le problème dans la demi-heure, tu mets en arrêt le flux. Tout le système, ouais. Tout le système. Donc dans l'entreprise, faut pas non plus arrêter de faire ce que tu fais quand t'es en mode deep work parce que t'as des inputs qui arrivent, mais c'est la vie d'un chef d'entreprise. Maintenant, avec du recul, je me suis rendu compte que je suis devenu... c'était une vie d'entrepreneur, quoi. Le camion. Il y a une rigueur, en fait. C'est une rigueur dans la gestion des flux. Oui. Que tu as dû mettre oui, mais c'est vraiment en mode... là, on était en mode pompier, quoi. Maintenant, c'est ce que je veux plus vivre avec mon équipe, parce que ça stresse tout le monde, donc il faut qu'on anticipe et qu'on prévoit. Mais je trouve que c'est la vie d'un entrepreneur. Toutes les journées, tu sais que ça se passe bien, et à vrai dire, malgré tout ce qu'on peut mettre comme huile dans le rouage, tu as les intempéries... Il y a toujours des impondérables, des imprévus, ça c'est une réalité qui se présente à tout le monde dans tous les business. Tout à fait. Et tu as dû gérer ça en mode pompier dans la partie logistique. Après les années 2000... Tu changes, tu fais quoi? Je fais un bilan de compétences, mais le bilan de compétences, je me rappelle la personne à qui j'ai fait le bilan de compétences, je fais, moi mon rêve, c'est de mettre en place des systèmes automatiques où je suis à la plage et ça tourne, et ça génère du business. Ça n'existe pas. Ce qui me plaît aussi, c'est la publicité, la communication, etc. Je dis, je n'ai pas de bagage, mais si je dois faire un virage, il faut qu'à la fin de la journée, j'ai créé quelque chose. Si j'ai pas créé quelque chose dans la journée, ma journée n'a pas été enrichissante. C'est créer un nouveau mode de fonctionnement, apprendre quelque chose, etc. Créer de la valeur. Oui, créer de la valeur. Créer de la valeur ajoutée, je suis vraiment en mode réseau. Et ce bilan de compétences, derrière, qu'est-ce que ça te permet de faire? Donc du coup, je démarre à l'époque, ça s'appelait du e-learning. Maintenant, on est tous... tout ça est très industriel. Mais à l'époque, l'université se dit, ça peut être pas mal qu'on puisse proposer un peu en mode apprentissage, mais de la formation continue à des gens qui font des reconversions. Moi, j'avais un certain 8 ans d'expérience où je savais, on va dire, travailler. Pas forcément dans le domaine qui est évoqué, mais du coup, je me suis orienté vers des petites structures digitales
petite agence web en me disant bah génial, c'est 2000, on va créer des sites internet, on va faire de l'e-commerce. J'ai rencontré quelqu'un qui va être à un moment mon patron, qui va me faire confiance et que j'ai redécouvert dernièrement, qui est mon mentor en ce moment, qui m'accompagne chez Oxford depuis la reprise. Et donc j'ai tapé à la porte, je lui ai dit moi j'ai un projet, je maîtrise la logistique, le web je sais pas, mais mon projet c'est par exemple j'avais l'idée des drives, tu vois ce que je veux dire, les drives maintenant on est tous blasés, mais il y a 23 ans que ça n'existait pas. Et il me dit il a aimé le culot, il fait écoute moi j'ai un projet, c'est pas exactement ça, mais j'arrive pas à le sortir, je pense que t'es organisé, ce que tu viens ce qu'on vient d'évoquer juste avant, si t'es pas organisé, c'est compliqué, et ben tu vas t'occuper de ça, même si tu sais pas coder, tu vas gérer tout le projet pour mon projet de site internet. Et donc j'ai passé 1 an avec lui. En une semaine, ma femme était stressée puisque j'avais un peu claqué la porte de la société où j'étais avant, quoi. Donc j'avais le chômage, mais une perte de pouvoir d'achat. Et on a trouvé avec Bruno la possibilité de financer la formation. Et donc du coup, je lui dis bah voilà, je veux faire ce que j'aime dans la vie et en plus, tu vas pas stresser, on va pas perdre de pouvoir d'achat. Voilà. Et donc j'ai commencé avec Bruno sur une plateforme qui mettait en relation des enseignants d'université avec la prescription de livres. Voilà, c'était notre premier site e-commerce. J'ai mis en place mon premier module de paiement. Là, on est dans les années 2000. Oui. C'est vraiment juste, je vis la bulle Internet. À Amiens, il y a un espèce de comme un incubateur de start-up. Maintenant, on est tous basés par ça, mais c'était vraiment, c'était un incubateur de start-up. Il y avait des belles petites boîtes qui avaient des fonds, et donc ils essayaient quoi. Et j'ai pu commencer là-dessus comme chef de projet. J'ai pas pu rester plus d'1 an avec Bruno. Je suis parti sur une petite agence pour terminer ma formation. Tu fais durant combien d'années de la gestion de projet web? Donc la deuxième agence, c'est une petite agence. Je tape à la porte de quelqu'un et je lui dis, dans le cadre de mon université, j'ai créé un. Moi, je fais jamais les choses à moitié. Je voulais faire un petit site internet dynamique et du coup, j'ai fait un portail sur la Picardie avec tout ce qu'on peut voir en Picardie. Il fait moi aussi j'ai ce projet-là. Viens chez moi, on va créer ce projet-là et à côté avec l'agence web, on facturera des clients quoi. Donc on démarre une petite agence à 2. Après on sera 3. De 2000 jusqu'en 2004 où là il y a des problèmes de trésorerie et je pars en licenciement économique, mais du coup je rentre comme développeur. Après je gère les clients, c'est-à-dire je vais voir les clients, je fais les devis, je signe les devis, je déploie les sites. Donc jusqu'en 2004. Et en 2004, il y a quelque chose qui démarrait sur l'aile. Donc on a oublié que Google, au début, c'était beaucoup de choses gratuites. Ils n'avaient pas vraiment de modèle économique. Mais quelque chose qui est arrivé, qui est maintenant très très fort, c'est les Google AdWords. Et donc je me suis dit, là, il y a un truc à faire parce que mon pitch élévateur à l'époque, c'était quand les gens me disent qu'est-ce que vous faites, je vous place en premier sur Google. Donc là, tu fais ça en indépendant. En indépendant. Ouais. Et ça dure combien de temps? 2004 jusqu'en 2008. Donc juste pour faire court, pour résumer. Donc du coup, je dis aux clients, vous payez Google AdWords, moi je prends une commission là-dessus, je m'occupe de tout. On fait des POC, on fait des essais, et dès que ça tombe, et ça se passe assez bien, les clients me disent, écoutez, avant j'avais un site, il me rapportait rien, j'avais pas de contact, ou je vendais rien. Maintenant, je vends, mais du coup, est-ce que vous pouvez le faire? Donc, c'est ce que je faisais avant, mais j'avais plus forcément envie de le refaire, quoi. Et j'ai dit, écoutez, oui, moi, chaque fois, je disais oui, quoi. Et du coup, je faisais des petits sites très, très basiques et ça allait. Mais à un moment, je disais oui sur des gros projets, quoi. 20K, 30K. Et là, du coup, j'avais repéré une agence du côté de Compiègne qui s'appelle Mentalworks. Moi, je leur dis clairement, moi, j'ai signé il est prêt à signer, quoi. Par contre, je ne vais pas m'occuper du site. Et je vous ai tout mis le cahier des charges. Moi, vous allez être off. Et je sais que vous faites du bon boulot. Et, donc, tu t'es associé finalement en quelque sorte avec eux pour que les sites puissent être réalisés par eux, mais vendus par toi. Ouais, ils ont dit, écoute, oui, on va pas se plaindre, hein, les clients qui arrivent tout seuls, voilà. Et Frédéric Moquet, toujours, on pourra le citer, mais il dit, David, tu commences à répondre à des appels d'offres où on est en concurrence, quoi. Viens chez nous comme commercial, quoi. Parce que tu sais vendre, a priori, t'as pratiquement C'est comme ça que tu les as rejoints? Ouais, je les ai rejoints, et en 2008, donc j'étais, pour l'activité freelance, j'étais en portage salarial, ce qui me permettait, j'avais un peu mon chômage, et puisque je récupérais en salaire, ça me permettait de continuer mon chômage, tu sais. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec 2 fiches de salaire, quoi. J'avais toujours encore mes petits clients que je maintenais, quoi. Et puis mon boulot d'ingénieur avant-vente chez Mentalworks, ils m'ont dit, écoute, maintenant, comme tu as un réseau sur Amiens, vends-nous des sites, quoi. Et ça, tu le fais pendant combien de temps?
2008, quasiment 7 ans, 2015. Et c'est après Alors il va y avoir une petite phase, juste pour faire court. Moi j'arrive en 2008, trop enthousiaste, puis en plus je vais vendre des sites beaucoup plus chers, parce que l'agence elle existait depuis 98, elle avait une crédibilité, quoi, de plus en plus de grands comptes, donc du coup, Pio ils avaient des grands comptes, et 2008 c'est la crise, on parle des subprimes, donc par exemple les sites internet, c'est un peu comme les voitures. Les gens, ils changeaient tous les 3 ans. Ils font, ouais, mais on va le maintenir encore 2 ans. J'arrive dans une belle boîte, mais je me retrouve avec... c'est un peu le traversée du désert, quoi. Je dis, bah oui, mais si je vends pas de site. Et donc, on vend quand même des sites, hein. Et puis moi, eux, ils m'apportent des leads. Et là, je leur dis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que le site est livré, vous dites, on fait un contrat de maintenance, on propose pas de web marketing. Envoyer des emails, s'occuper des réseaux sociaux. En gros, quand l'aventure démarre entre un site e-commerce, c'est quand il est livré. Hein. C'est pas quand on commence à faire le site. C'est quand on commence à déclencher les premières ventes pour avoir l'effet snowball, quoi. Et du coup, il dit, bon, écoute, oui. Donc, du coup, je me suis dit, moi, je vais leur proposer du web marketing. Donc, Google Ads, je sais faire. Et puis, un peu de référence naturelle. À la fois, chef de projet, je déployais les choses. Et là, moi, je sature, faut une ressource supplémentaire. Donc, du coup, j'ai trouvé un alternant, Didier, quoi. Et qu'on a pris, ça a super bien marché, Didier. On faisait la Dream Team, quoi. C'est un super boulot. Chaque fois, il dit, qu'est-ce que t'as vendu, ça? Tu crois qu'on y arrive? Ouais. On apprenait sur le tas et on a vendu pas mal de choses. On a appris le marketing automation, etc. Enfin, bref, on a créé une cellule web marketing et là, je vendais plus que ça, quoi. D'accord. En gros, mes clients, ils avaient des sites. Comme ils rafraîchissaient tous les 3-5 ans, j'avais pas souvent de contrat. Mais entre deux, j'avais toujours un truc à leur vendre. Donc, tu as en fait élargi ta palette des connaissances sur l'ensemble des sujets web et plus particulièrement e-commerce. Web marketing. Et c'est après ça que l'histoire Oxwork commence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je travaille avec pas mal de clients et souvent on sympathise, et même si on fait pas des affaires. Donc je me rappelle, c'est Thomas qui m'appelle. Il est à un événement type, comme tu les connais, comme le One to One, etc. Il fait... Je fais un événement hein, que moi je connaissais pas sur un événement. Il y a des gens comme toi, des boîtes, elles cherchent des gens comme toi qui vont gérer tout le trafic, etc. Là où tu es, t'en as sous le pied, quoi. Il faut que t'ailles ailleurs, quoi. Du coup, moi j'étais dans la boîte, ça allait bien, quoi. Mais je sais pas, ça m'a éveillé. Je me suis dit tiens, je vais commencer à postuler ailleurs, quoi. Et là, dans le même mois, j'ai 4 postes, quoi. C'est juste... Donc tu as choisi... Et quelqu'un qui m'envoie un message sur LinkedIn, il fait, écoutez, j'ai acheté un site web et j'ai besoin d'un traffic manager, est-ce que vous pouvez passer me voir, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui avait racheté Oxwork. Oxwork avait été créé à l'époque par des Bordelais, et les Bordelais, au bout d'un an, ils ont dit, on est obligé de se séparer. Il y avait quelqu'un dans cette petite team qui avait des soucis de santé, il fait, on ne pourra plus gérer le site, quoi. Donc, il a un énorme potentiel, mais voilà. La personne qui l'a acheté dit... Je pense qu'il a un énorme potentiel. Par contre, je ne sais pas m'occuper du digital. Donc là, toi, tu arrives. Ouais, j'arrive comme traffic manager. Tu prends le traffic management en charge. Ouais, et puis si tu veux, j'avais envie de passer côté annonceur, c'est-à-dire j'ai accompagné des clients en e-commerce, je dis ouais, faut faire comme ça. Puis tu sais, je faisais des points de chute régulièrement, tous les 15 jours, on faisait le point pour les aider. Je dis, faut faire comme ça. Je comprends pas, ils font jamais ce que je leur dis, quoi. Et donc du coup, je passe de l'autre côté. Donc là, tu vas pouvoir mettre en application finalement les connaissances que tu as acquises. Et puis je vais leur montrer que je sais de quoi je parle et ça va se faire. C'est juste que je suis quasiment tout seul pour gérer Oxwork, et donc pas la partie logistique, etc. Oxwork, à ce moment-là, c'est une boîte qui fait quelle taille, juste, je sais pas, pour avoir un ordre d'idée. On peut donner comme un chiffre d'affaires. À l'époque, ça faisait 174 000 euros par an, quoi. Et après, en 2019, entre 2014 et 2019, on va faire x25. Donc moi, j'arrive pour gérer le trafic. J'ai vraiment l'impression que je vais faire que ça va être génial. C'est juste qu'à vrai dire, il me reste un quart d'heure en fin de semaine parce que je fais le service client, je fais le service commercial. Bon, comme dans beaucoup de petites boîtes, au four au moulin, t'es un peu le couteau suisse. Mais c'est génial parce que si on revient sur le côté entrepreneur, là je suis intrapreneur. Je suis salarié, j'ai pas hypothéqué ma maison, c'est génial quand même. Comment elle s'inscrit la suite de l'histoire chez Oxwork en quelques mots pour jusqu'à maintenant? Ça se développe fortement parce que je pense que j'ai eu une grosse chance, c'est que le marché était vraiment pas digitalisé en 2014-2015. Et donc à vrai dire, on arrive, il y avait une demande, mais il y avait pas beaucoup d'acteurs en face, quoi. Des acteurs qui sont toujours là d'ailleurs, hein, qui sont mes concurrents. Ouais. Et donc du coup, nous, on est dans un océan bleu. Alors tout le monde vend de l'outillage, mais à côté, il faut les vêtements, les EPI, c'est comme de l'outillage. C'est du consommable, mais bon, c'est pas très intéressant. Oui, mais c'est un océan bleu, quoi. C'est-à-dire que tout marche bien, le SEO marche bien.
On décolle super bien, tout ce que je mets en place, on fait beaucoup de growth hacking et ça marche. Quand je dis ça marche. J'ai pas de mérite, on a essayé beaucoup de choses et encore une fois, on était dans un marché qui était peu concurrentiel. Donc ça marche du feu de Dieu. En 2017, on embauche pas mal de personnes. On est même à 8, quoi. Et en 2019, le business angel, il fait bon, faut que je te passe DG parce que quand j'allais sur des événements comme le One-to-One ou des choses comme ça, on dit t'es pas traffic manager, hein. Tu vends ta boîte, quoi. T'es l'ambassadeur de ta boîte. J'étais DG sans me rendre compte, à vrai dire. Je gérais tout. Donc tout. tu prends officiellement ce poste-là. Tout à fait. Donc je prends les fonctions. Là, on est en 2017, tu dis 2019. Donc je prends vraiment les fonctions de DG d'Oxwork. En parallèle, donc ça c'est les fonctions, mais après ça change pas beaucoup dans ma routine. Je me rends compte qu'on a atteint un plafond de verre, quoi. On a eu de l'hyper-croissance, on a été classé dans les champions de la croissance, première année, 33e sur 500. Alors la croissance, c'est le taux de croissance, hein. C'est 1000% sur 3 ans, quoi. Donc on a postulé, j'en reviens pas, quoi. Deuxième année aussi, on fait des croissances à 100%, des croissances à 70%, des croissances à 33%. Je fais, tiens, on arrive à un... Ouais, un palier en fait. Il y a un palier qui est compliqué, hein, c'est vraiment passer les 5 millions, ça passe pas si simplement que ça, quoi. Et donc là, je vois avec mon business angel, je fais qui a mis en place des structures, hein. On était au niveau de la logistique. Le métier de l'e-commerçant, c'est logisticien. Enfin, c'est entre autres ça. C'est entre autres une bonne logistique. Le client, lui, il a commandé. Comment ça se passe derrière, c'est pas son problème. Donc ça on passe d'un mode artisanal à vraiment un mode industriel. Je dis pas la Amazon, mais ça, c'est mis en place. Le business angel apprend aussi de son côté. Ça va devenir un nouveau service chez lui, quoi. Il va pouvoir dire, tiens, je sais accompagner les e-commerçants sa logistique. Et je dis, c'est génial, mais il y a aussi le nerf de la guerre, c'est aussi avoir du stock, quoi. C'est-à-dire que le prix, c'est important, mais la disponibilité, en fait. Disponibilité. En combien de temps que je peux avoir ce produit, quoi. Et là, on se rend compte, faut un peu plus de fonds de roulement, quoi. On continue à embaucher parce qu'on a une belle croissance. Dès qu'on arrive au break-even, en gros, on se dit, faut qu'on se mette faut pas qu'on se mette en mode confort, faut qu'on se remette en difficulté, faut qu'on embauche des personnes pour faire avancer la boîte. Donc on recrute parce qu'on sature et arrive donc alors on va pas trouver toutes les mêmes excuses que tout le monde, mais arrive 2020 le Covid qu'on n'a pas vu arriver, quoi. Moi, en décembre, je voyais des gens qui mettaient des masques dans l'aéroport. Je dis on a eu la grippe aviaire. Enfin, on va pas faire toutes les grippes qui sont passées, mais c'est passé. Ouais, on sait ce qui s'est passé et vous avez vécu ça comme beaucoup. C'est quoi les conséquences directes pour vous ? Les conséquences directes, c'est que le 28 janvier 2020, moi, je regarde la télé un samedi soir. Les actualités parlent du Covid de plus en plus, et je vais voir sur mon site, je vois un trafic, mais je croyais que j'étais passé à la télé, quoi. On vend des masques FFP2. Donc, avant le Covid, personne ne sait ce que c'est. Maintenant, pour tes auditeurs, je pense qu'un masque FFP2, tout le monde sait ce que c'est. Et là, je ne m'inquiète pas parce qu'on n'a pas tout en stock. Mais de toute façon, mes fournisseurs, ils ont des dizaines de millions d'euros de stock et donc ça va suivre, quoi. Sauf que le lundi, on est en rupture totale. On a des centaines de commandes à annuler parce que les stocks se sont vidés en un week-end. Enfin, je pense que ça, on va y revenir après. Mais parce que on commence à rentrer dans le détail. Dans le détail. Tu rachètes la boîte. Ça va pas être si simple. Donc, pour résumer, en 2020, on essaie déjà de gérer le Covid. Ok. En parallèle, moi je dis novembre 2020, je réponds bien sûr, je dis là on est sorti du Covid, on sort la tête il faut qu'on continue à se développer. Depuis le visage, je vous le dis, je pense qu'il faut qu'on ouvre le capital à un plus gros acteur qui lui va se dire j'ai besoin de me digitaliser et on y va, quoi. Et donc là je commence nouvelle casquette. Donc traffic manager, DG. Private equity, c'est-à-dire vendre ta startup, faire du deck, d'executive summary, business plan, PNL, t'apprends tous ces mots-là, quoi. Cash out, dilution, voilà. Donc du coup, je fais mon bâton de pèlerin, je prépare tout ça, on trouve des VC, des fonds d'investissement, des banques d'affaires, des private equity, et pendant 2 ans, on va taper à toutes les portes. À chaque fois, ils sont enthousiastes, et puis après, soit ils se disent, on pèse 400 millions, 800 millions, 1 milliard, faire un site e-commerce digitalisé, c'est facile, quoi. Et ils vont tous être comme ça, et on va arriver en 2022, début 2022, on oublie l'Ukraine, hein. Donc là, moi j'avais un client, mais il était chaud. L'opération séduction avait très bien marché. On a quasiment lancé la LOI, et là il me fait David, là la guerre en Ukraine, mais mon cas de commande il s'est effondré. Je vends aussi à la même cible que vous, quoi, mais plutôt dans les magasins. Je me rétracte.
On refait une opération sélection en juillet. Pendant les vacances, je suis pas très loin de chez vous, on peut passer se voir. Et on entame les négociations. Et puis là, ils commencent à lancer les due diligence. Et encore une fois, ils sont pas très chauds. Et ils avaient lancé un autre appel. Ils allaient absorber notre société en croissance externe. Et donc du coup, ils se rétractent. Et donc ça se fait pas. On arrive en fin 2022 où le business angel, il fait... Bon, moi j'ai bien lancé Oxwork, moi j'ai eu un très fort développement de côté, je souhaite, me recentrer sur mon métier principal, et donc je vais me séparer d'Oxwork. Ok, c'est un peu la douche froide pour moi, quoi. Et là on va pas s'arrêter comme ça, on va pas chez le bébé, on a mis en place beaucoup de choses qui fonctionnent. Et c'est là juste... où tu fais quoi, LBO, c'est ça? Ouais, je récupère 100% des parts de la société, quoi. Et là, on est en... On est 21 décembre 2022, je signe la session. La session. Il y a quasiment un an. Oui, c'est vrai. Il y a quasiment un an. Ouais. Merci pour cette explication sur ton parcours, pour comprendre les étapes qui sont importantes. Et on a bien compris la trajectoire qui a été la tienne et l'investissement qui a été le tien depuis le début dans Oxwork. On va revenir sur Oxwork et la façon avec laquelle vous adressez le marché. Tu adresses le marché dont on a parlé, donc c'est-à-dire des vêtements, chaussures et équipements de protection individuelle. Avant ça, j'aimerais qu'on parle vraiment de ce marché. Je te le disais avant qu'on allume les micros, moi je le connais très mal, très très mal. J'imagine bien qu'il existe, on les voit, les travailleurs qui sont équipés, mais je le connais pas. Est-ce que tu peux nous dire comment il fonctionne? J'ai donné quelques chiffres en introduction, 8 millions de personnes concernées. Toi, tu me précises que ça fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Il y a aussi des normes, parce que quand on parle de sécurité, on ne peut pas vendre n'importe quoi. Bref, comment il est structuré? Où est-ce qu'on achète? Comment on achète? Comment l'offre, la demande, la régulation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc si on imagine une pyramide avec en haut la pointe, c'est un peu comme tous les marchés, peu de sociétés et des grands comptes et des gros volumes, c'est pas ce marché qu'on va adresser. Ce marché-là, il est plutôt adressé avec des commerciaux, des gens qui font des gros volumes. Tu veux nous dire comment tu l'adresses, mais comment il fonctionne, l'offre et la demande? Comment elle est structurée, la demande? Justement, ce que tu me le disais avant qu'on enregistre, si j'ai bien retenu, il y a une multitude de tout petits qui, additionnés, sont plus importants que les plus gros ensemble. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, si je me trompe pas, on va parler artisan, c'est un petit peu notre cible. Artisan ou profession libérale, en gros les TPE. Si on cumule toutes les TPE en France, c'est le plus gros employeur de la France, même dans la plupart des pays. Beaucoup de gens sont... On va parler de freelance dans le digital, mais là, à leur compte et en petite structure. Et donc, pour les adresser, les commerciaux, dès qu'ils tournent la clé de la voiture pour aller les voir, ils ont perdu de l'argent. Donc, la seule solution, soit eux viennent vers un site e-commerce, donc, où là, ils sont autonomes, ils se débrouillent pour acheter sur le site, ou ils vont en magasin. Donc, les leaders en France, par exemple, soit ils ont une clientèle grand compte, et eux ils disent aussi les grands comptes, on est déjà bien au taquet. Il y a toute cette pyramide qui est compliquée à adresser en dessous. On va mettre en place des magasins pour les toucher. Et les grosses sociétés qui pèsent plusieurs centaines de millions sont rarement digitalisées en termes de e-commerce. Ils ont un site où on peut acheter, mais la subtilité est différente. C'est un site de e-procurement. Je ne sais pas si tu vois la subtilité entre les autres. C'est-à-dire que là, on s'adresse aux responsables des achats, dans les grands comptes, moyens comptes, pour leur vendre finalement un catalogue produit et équiper des équipes entières. Tout à fait. Et donc ils vont se rapprovisionner sur cette partie-là. Donc c'est pas cette partie que j'adresse. Moi je suis plutôt sur la partie, j'appelle ça du B2C Pro, c'est des petites structures qui vont passer des commandes e-commerce, quoi. Oui, parce que en fait, ce qui est important de comprendre, et corrige-moi si je le comprends mal, le marché des vêtements de protection, des chaussures, des équipements en général, il concerne effectivement les employés des grosses boîtes qui ont des usines par exemple, et ils se doivent de fournir à leurs salariés un équipement adéquat pour se protéger, comme dans le BTP par exemple. Il y a aussi les artisans, tu l'as évoqué, qui sont souvent indépendants ou dans des petites structures
et qui eux doivent s'équiper pour se protéger. Mais c'est eux-mêmes qui vont, qui vont faire les achats pour se protéger. Et puis tu as, le bricoleur, l'amateur qui aime bien, faire des travaux de réfection dans sa maison et qui est plutôt doué. C'est plus que le bricoleur du dimanche. Hein. C'est Bricoleur averti, ouais. Bricoleur averti, qui lui aussi va être intéressé par. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une cible B2C. Et puis on l'évoquait un petit peu avant l'interview. Ce qui est pas forcément, qui est pas forcément dans les mœurs, c'est que dans l'entreprise parfois va fournir le matériel, mais la personne va elle-même s'équiper. Parce que le matériel fourni, soit il n'est pas très joli, soit il est trop lourd, soit il n'est pas confortable. Et comme je citais par exemple une entreprise d'intérimaire, elle a un stock de chaussures de sécurité ou de gilets jaunes pour des préparateurs de commandes, parce que c'est de la main-d'œuvre qui est facile à mettre en place pour des coups de bourre. Hein. Et du coup, sa contrainte, c'est que s'il n'a pas de chaussures de sécurité, il ne démarre pas. Donc du coup, pas de contrat, pas de chiffre d'affaires, etc. Donc ils ont des chaussures de sécurité, ils ont le premier prix. Et donc l'intérimaire va trouver rapidement un poste, il va être équipé gratuitement, mais lui il va se dire non mais c'est pas possible, les brodequins gris là, c'est moche, j'ai honte quand je vais boire un coup avec mes copains, voilà. Et j'ai vu sur un site comme Oxford, qu'on n'est pas le seul à vendre, mais des Diadora, il veut s'équiper mieux quoi. Un truc sympa, ce qu'ils aiment c'est les baskets. YouPower fait la pub à la télé là-dessus. Quand YouPower a commencé à faire de la pub avec des baskets, les gens disent on peut avoir des baskets de protection. Et là, on est tous là, des sneakers pour travailler, quoi. Ouais, donc tu as aussi cette population-là qui se rééquipe parce que finalement, son employeur ou assimilé ne lui fournit pas un matériel qui lui convient. Il lui fournit un prix. Il lui fait le minimum légal, et lui, il se dit, moi, ça me convient pas, je veux quelque chose de plus confortable, de plus design, donc je vais moi-même sortir l'argent de ma poche pour aller m'acheter l'équipement que je considère comme étant celui qui me convient le mieux. Tout à fait. Ça, c'est pour la demande. Pour l'offre, comment elle est organisée ? Quels sont les fournisseurs ? D'où ils viennent ? Est-ce qu'ils sont majoritairement européens ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'asiatiques ? Comment est organisé tout ça ? Et à l'intérieur de ces fournisseurs, de la production de ces produits, comment interviennent les notions de normes et de réglementation ? Alors, nous on travaille avec un marché européen. Donc on ne se pose pas la question où est le fournisseur, c'est vraiment par rapport à la... Non mais de facto, où est-ce qu'ils se trouvent ? On a un gros fournisseur irlandais qui a d'ailleurs mis des entrepôts en Pologne parce qu'avec le Brexit, il a fallu s'organiser. Mais c'est un grossiste, c'est des marques ? C'est un fabricant. C'est un fabricant. Ouais, on travaille très peu avec des grossistes. On a un petit peu de grossistes pour, par exemple, du produit. Si tu vends des vêtements de travail, tu peux aussi vendre des t-shirts et des polos. Parce que quand l'entreprise habille ses salariés... Il y a un uniforme, tu veux dire ? C'est un uniforme. Tout à l'heure, tu parlais de... nous, notre devise, c'est Protect and Style. Donc, on protège, c'est notre mission principale. Mais si ça peut être aussi stylé, c'est-à-dire qu'on personnalise les vêtements avec de la broderie... Tu vas nous dire tout à l'heure comment on fait. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est toutes ces marques... où est-ce qu'elles sont ? Est-ce que là, tu t'en citais des connus tout à l'heure, oui, Caterpillar aussi. Je vais en citer par exemple qui vont parler à tout le monde. Si je parle de Carhartt, si je parle de Helly Hansen, Dickies, des marques qui sont moins connues comme Le Maître, Black Leather, mais je veux dire, tu vois, des marques comme Carhartt. Initialement, ils ont commencé dans le vêtement de travail. Et puis après, leur marché principal, ils adressent principalement le marché du casual, quoi. Et à côté de ça, ces produits peuvent être mis pour... ils font des produits spécifiques workwear. Quand je dis workwear, c'est vêtements de travail. Donc, par exemple, chez Helly Hansen, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais Helly Hansen, c'est une marque qui est connue pour tout ce qui est marin, le ski. Les moniteurs de stations de ski sont souvent équipés en Helly Hansen. C'est le produit pour vivre à l'extérieur. Comme ils savent faire des produits pour l'extérieur, ils se sont diversifiés sur un département workwear. Puma sait faire de la chaussure, et à côté, ils disent on va faire une chaussure qui, en plus dedans, qui va être confortable, sympa, stylée, et avec une protection, quoi. La protection, restons sur la chaussure 2 secondes. C'est normé ça, ou c'est chaque fabricant qui décide que sa chaussure protège suffisamment bien ? Là, nous, on vend pour l'instant sur le marché européen avec des normes européennes. Il y a aussi des normes, des produits qui sont multinormés, c'est-à-dire ils sont normés
parce qu'ils ont des marchés mondiaux, ils disent bon, on fait un produit qui est pour la norme européenne et pour la norme aux États-Unis et pour voilà. Donc c'est les deux grosses zones où c'est très normé, l'Europe et les États-Unis. Ouais. Donc voilà, donc nous on source pas directement avec la Chine. On a quand même un intermédiaire où c'est pas toujours dit par les fabricants, mais ils ont souvent des phases, ils savent fabriquer. On travaille avec des gens qui savent fabriquer, mais parfois pour tester un peu le marché, ils vont faire un peu de négoce. En gros, ils vont dire ce produit-là, ils sélectionnent, ils le testent, il a l'air correct, mets-moi mon nom dessus. Il commence à le vendre, il fait oh ben ça se vend bien. Alors maintenant, on va vraiment le fabriquer quoi. Mais on travaille vraiment avec des fabricants. Comment ils sont distribués habituellement ces fabricants Ils travaillent avec des grandes sociétés de fourniture industrielle. Ou ce qu'on appelle tout ce qui est achat indirect. Achat direct pour faire court. Tu construis une voiture, il faut de la tôle, des roues, etc. Et pour faire tourner ta boîte, il y a de l'achat indirect. Il faut de l'électricité, il faut de l'eau, il faut des fontaines à eau, il faut des chaussures de sécurité, des vêtements de travail, des barrières de sécurité. Tu vois ce que je veux dire ? Très bien. Ça va pas impacter. Et donc, par exemple, Manutan, qui est le leader de l'e-commerce B2B en Europe, qu'on connaît bien, ils font de l'achat indirect. Ils vendent que ça. Ils vendent pas de la tôle, mais tu peux acheter un stylo bic, un coffre-fort, des chaussures de sécurité, une fontaine à eau, peut-être un photocopieur, des bureaux, des chaises, etc. Donc ça, c'est un marché qui est... Il y a des gens, l'Ireco fait ça, par exemple. Je pense à des marques comme ça. Et puis après, tu as des leaders, des grands distributeurs comme Foussier, Groupe RG Safety. Donc, avec des points de vente. Ouais, le groupe RG Safety, ils avaient un mode grand compte où ils avaient des commerciaux qui adressaient les grands comptes. Ils ont racheté carrément EPI Center pour des magasins pour pouvoir aller toucher cette cible qui est atomisée. Ils sont vraiment atomisés. T'as 30 km entre deux zones de chalandise, donc il n'y a pas suffisamment de volume pour voilà. Donc les solutions, c'est d'être soit avoir 200 300 magasins. Je ne joue pas dans la même cour, où tu dis avec un site web, puis un peu de SEO, de SIA, on va essayer on va y arriver. Est-ce que, pour finir sur les marques, les fabricants, on est plutôt dans une période où tu en vois de nouveaux arriver, c'est une offre qui s'élargit de plus en plus avec de nouvelles marques, où les marques actuelles font preuve d'innovation. Comment elle évolue cette offre ? Alors je vais faire un petit historique parce que moi quand je suis arrivé en 2015, je ne connaissais pas forcément ce métier. Le vêtement de travail, c'était le bleu de travail. Ça existait encore. On en vend aussi sur Oxwork parce qu'il y a des gens qui en veulent, mais c'est pas forcément ce qu'on met en tête de gondole, quoi. Et donc moi, tous les 2 ans, on va au plus grand salon de l'EPI, un équipement de protection individuelle à Düsseldorf, il y a 3000 exposants. En 2015, quand j'y suis allé, ils voulaient pas entendre parler d'Internet et ils commençaient à avoir des produits plus sympas, quoi. En gros, c'était comme si tu prenais un produit de gasoil et tu prends une doudoune et tu vas la renforcer à différents endroits parce que la personne elle veut travailler, avoir chaud et voilà. Donc voilà, les 2 ans après, on s'est rendu compte qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des femmes qui travaillaient dans les travaux manuels. Donc ils ont personnalisé un peu plus les produits pour les femmes. Les années suivantes, même un peu avant le Covid et pendant le Covid, ils se sont rendus compte que là, le parti éco-responsable commençait à devenir de plus en plus sérieux, quoi. Donc ils ont diversifié là-dessus. Ce dernier événement que j'ai fait, c'était en novembre de cette année. On retrouve qui va faire sourire les auditeurs, c'est par exemple le stretch. Donc je pense que tu portes du stretch, on te rend compte. Le stretch, c'est le pantalon, c'est un peu skinny et qui est facile à mettre, quoi. Et eux, ils se sont rendus compte que les gens, ils sont plus souvent accroupis que nous qui sommes dans les bureaux, assis devant un ordinateur. Et donc pour avoir plus de souplesse dans les vêtements, les produits sont de plus en plus en stretch, quoi. Donc très renforcés aux endroits où ils savent que ça va s'abîmer et en stretch. C'est une très grosse tendance, quoi. Donc vraiment des produits il y a de plus en plus d'innovation. Oui. Auprès des marques historiques. Oui, alors ce qu'on se rend compte, c'est que moi, dans mon catalogue, pour faire le résumé de l'événement que j'ai vu, j'ai une marque qui faisait un très grand catalogue et qui répondait au cahier des charges en termes on venait tout à l'heure, répond aux obligations en termes d'ISO, etc. Énorme. Et maintenant, ils montent en gamme, quoi. C'est-à-dire, ils disent, voilà, on a une gamme de plus en plus premium. Des marques qui sont premium, et ben là, on a un parti récession, inflation, donc ils descendent pas de niveau de gamme, mais ils se rendent compte, c'est un peu comme l'iPhone. L'iPhone, tu as du SE.
Le SE, c'est si tu veux cette marque, tu peux rentrer par la petite porte, quoi. Qui est un produit qui est basique, qui fait déjà les choses. Donc il y a vraiment cette tendance, quoi. Donc d'une montée en qualitatif, et puis diversité de couleurs. Je sais pas si c'était des marques, mais j'ai vu une marque, j'ai vu un stand, le stand faisait 900 mètres carrés, 10 000 euros du mètre carré en 3 jours. C'est énorme, et des palettes de couleurs. On n'est pas dans du pastel, je veux dire, mais beaucoup de couleurs, quoi. Donc la mode vient en plus mettre son nez dans l'innovation technologique pour celui qui connaît pas le marché, qui visite ce salon, soit tu as des choses qui sont pas très jolies mais hyper fonctionnelles. Un casque, tu portes un casque de vélo, là, cette marque je la connais bien, ils font des très beaux casques, mais des bouchons d'oreilles, des choses, des consoles, c'est pas très joli mais c'est fonctionnel, ça répond à un cahier des charges. Et puis après les vêtements, et là dans les vêtements on a envie de les porter, quoi. C'est des vêtements que tu pourrais porter, certains, pas les parties fluo, mais des vêtements que tu pourrais porter pour le week-end, la petite balade en forêt, en rando, etc., quoi. Ça devient vraiment très sympa et attractif, quoi. Bon, merci pour ce brief sur le marché, comprendre un peu comment il fonctionne. Maintenant, tu vas nous parler un peu plus d'Oxwork. Comment vous fonctionnez aujourd'hui ? On a compris un peu l'histoire avant, tu nous l'as expliqué. Comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Quelles sont les opérations que vous exécutez, qu'est-ce que vous faites en interne, pas en interne. Et avant de commencer, la question c'est comment tu pitches en 2 mots Oxwork ? Alors Oxwork, pour moi, c'est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de protéger tous les travailleurs manuels. Et donc, comment on arrive à répondre à ce cahier des charges ? C'est que si vous allez sur le site internet et vous avez un rubrique métier, vous verrez qu'on a 6 univers et normalement ça couvre tous les métiers. Donc si un auditeur me dit est-ce que vous faites tel métier, ça m'intéresse parce que justement c'est ce qu'on cherche, c'est adresser les gens qui sont un peu sur le carreau en disant les magasins de vêtements de travail ils ferment les uns derrière les autres, ou alors dans un magasin qui n'est pas spécifiquement vêtements de travail, par exemple ça peut être du matériel médical, on va trouver des vêtements pour les ostéopathes ou les kinés. Dans un GSB, on va trouver un peu de pays. Mais il n'y a pas vraiment de magasin. Nous, on est un peu le Décathlon du vêtement de travail. Chez Décathlon, le métier, c'est d'équiper le sportif. Nous, chez Oxwork, le métier, c'est d'équiper le travailleur, quoi. Alors quand j'ai équipé, pas les trop portatifs, en protégeant, quoi. Donc mon leitmotiv, c'est de dire, donc je reviens là-dessus, Oxwork, c'est la mission, c'est de protéger les travailleurs, et que les gens, il y a un effet réseau. Tu manges quelque part, des gars sont sur un chantier, ils viennent manger le midi, du coup dans le restaurant tu vas trouver le serveur qui a un uniforme, c'est pas forcément une protection mais il a un uniforme et des chaussures peut-être qui glissent pas quand il va dans la cuisine. On voit pas forcément le cuisinier mais il a un uniforme, et s'ils parlent entre eux ils disent tiens, t'as eu tes vêtements de travail, va chez Oxwork. Ils font que ça mais ils le font bien, quoi. Si je fais un parallèle, parce que on a un petit groupe d'e-commerçants et je pense à pêcheur.com. Pour moi, c'est un peu si tu veux pêcher, tu vas sur pêcheur.com. Chasser, tu vas chasseur.com. Et je pense que les Français aiment bien, ils disent tiens, ils se posent pas de questions. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que finalement, avec Oxwork, le travailleur qui travaille en extérieur principalement, enfin du moins celui qui a manuel, voilà, c'est le mot que tu utilisais. Parce que tu peux être dans un magasin et avoir besoin de protection, dans une usine et avoir besoin de protection, bien sûr. Faut qu'ils se disent, et c'est vraiment ce vers quoi tu veux arriver. Évidemment, c'est sur Oxwork qu'il va trouver les produits dont il a besoin. Tu le disais tout à l'heure quand on parlait du marché, il y a différentes strates de marché que tu veux adresser. Tout en bas, on va avoir le particulier amateur de bricolage qui s'y connaît déjà assez bien. Puis tu vas avoir au-dessus la strate des indépendants, des petits artisans indépendants. Et quand je dis petits, c'est pas péjoratif, c'est pour la taille de leur business. Et puis au-dessus, tu as les comptes plus importants. Et au sommet, les très grands comptes. C'est bien comme ça. Oui, tout à fait. Toi, tu adresses les 3 premières strates ? Oui, tout à fait. Donc, on va pas revenir sur la partie B2C. On a vu un petit peu l'image tout à l'heure. Sur la partie, ce que on appelle B2C Pro, c'est quelqu'un qui passe une commande sur le site, mais qui a un SIRET. Mais on a tout organisé pour lui, puisque ce que l'entrepreneur qui est assez autonome sur l'e-commerce, on a une strate qui est 24-34 qui marche le plus, qui connaît bien Internet. Il met son SIRET.
il va retrouver sa facture, il peut payer à J plus 30, entre 50 et 3000 euros. Donc on est déjà, pour un TPE, ça fait déjà une belle enveloppe. Hein. Et donc il n'a pas besoin d'ouvrir un compte et puis on n'a pas besoin on est payé quelques jours après et lui il est débité plus tard. Et puis après, ce qui est au-dessus, c'est on est chez les cellules commerciales en interne et donc on a du lead entrant. C'est quelqu'un qui me dit, écoutez, moi je vais peut-être prendre pour 1000, 2000 ou je veux 1450 casques. Déjà, est-ce que vous avez en stock ? Non. Est-ce que vos fournisseurs les a ? Combien de temps pouvez-vous me livrer ? Est-ce qu'on peut payer à X Ouais, c'est en fait les préoccupations des grands comptes qui gèrent ça par les achats principalement, et c'est pas l'indépendant. C'est du sur-mesure. Ça va être aussi, par exemple. Et en plus, est-ce que vous pouvez faire la broderie sur les vêtements ? Oui. Donc, par exemple, ça, on sait faire. Tu parlais justement de stock. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Comment ça fonctionne ? Vous avez un entrepôt ? Est-ce que vous avez 100% des références en stock ? Ou alors uniquement les têtes de gondole ? Comment vous travaillez éventuellement en flux tendu avec les fournisseurs ? C'est quoi là ? On travaille effectivement en flux tendu. Souvent, les gens me posent la question si je fais du dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est pas possible avec les fabricants parce que les minimums de commandes... Ils savent pas expédier du one-to-one, enfin de l'unité. Non, ils savent expédier des palettes. Voilà. Faut être honnête. Donc, ils savent expédier des palettes. Donc ça, ils savent bien faire sur toute l'Europe. Ils veulent pas entendre parler du client, quoi. Enfin, le client, le consommateur final, il veut pas entendre parler. En plus, on est sur un mode vêtement et du retour. Donc, c'est pas leur métier. Donc tu achètes, toi, en gros, je vais te donner une image parce que j'avais vu qu'une fois qu'un artisan qui a à peu près une dizaine de salariés, il achète ses vêtements de manière classique. Il fait, alors pour les pantalons Black Leather, je vais chez tel fournisseur parce que je sais que lui en vend. J'aime bien ces pantalons-là. Pour les autres produits, je vais chez un autre fournisseur magasin, hein, tu vois, pas très loin de chez lui. Il passe le voir, il dit, écoutez, vous pouvez passer ça. Ah ben pour vous commander ça, il faut que j'ai 1000 euros de commande parce qu'en dessous je commande pas. Donc il commande à différents points. Il se fait livrer, il fait essayer avec ses gars. Problème de taille, ça va toujours arriver. C'est 8% de nos retours. Il va retourner voir où est-ce qu'il a pris pour les pantalons. Il dit, écoutez, il faut que je repasse 1000 commandes pour envoyer le truc. Voilà. Donc chez Oxfork, ce qu'on fait n'a rien de... Enfin, c'est pas de la haute technologie. Mais nous, on a un outil de business intelligence qui analyse les stocks de tous les fournisseurs. On sait les stocks en temps réel des fournisseurs. Donc, quand le client commande entre un produit qui arrive de Bretagne ou un produit qui arrive de Pologne, tu comprends que le délai n'est pas le même. Il met tout dans le panier. Il s'en fiche. Il a mis du multimarque parce que le haut, il aime bien telle marque, elle est vraiment faite pour le haut. Les pantalons, il y a telle marque qui est bon, et puis notre marque, elle est bonne pour les chaussures. Il prend le meilleur de ce qu'il a, il appuie sur le bouton, et là, le délai le plus long, c'est évidemment le fournisseur qui va être le plus long. Et nous, on fait pas de livraison partielle, on rapatrie tout, et on fait ce qu'on appelle un cross-docking. Ça arrive chez le logisticien, il rassemble tout ça, et le client est livré en une seule fois. Voilà, c'est pas ultra innovant, mais le logisticien, ça veut dire que tu délègues à un professionnel de la logistique. Oui. La gestion finalement de la préparation de commande, des flux qui entrant, de la préparation de commande et de la gestion des retours. Oui, il gère aussi les retours. Ouais. D'accord. Tout à fait. Est-ce que les consommateurs, puisque ce sont bien des consommateurs dont il faut parler, ont des exigences de délai de livraison identiques à celui qui est en B2C, où aujourd'hui, habitué par Amazon à être livré le lendemain ou le surlendemain, c'est un peu le délai auquel tout le monde s'attend et aimerait trouver sur tous les sites internet. Est-ce que c'est pareil dans ce secteur-là ? Tout à fait. On a... des gens qui ont client B2C qui achètent sur le Bon Coin chez Oxford qui cherchent un prix et de toute façon sur le Bon Coin t'es livré mondial relais, enfin tu vois la personne en face c'est pas professionnel donc il est habitué, il est pas pressé, mais par contre quand même les pros qui disent bon voilà je démarre un chantier la semaine prochaine, j'ai besoin de ça, ou des gens qui sont, on revient toujours tout à l'heure sur l'intérimaire, tout compte fait, il veut démarrer et il a besoin de ses chaussures assez rapidement, quoi. Donc c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure sur 2019-2020, et je trouve qu'en 2020 quand les gens se sont habitués à l'e-commerce, ils ont découvert un peu plus Amazon, quoi. Et donc effectivement Amazon donne une tendance, hein, alors le Prime chez Amazon, tu commandes avant 16h, t'es livré le lendemain, ça a un petit peu changé, quoi. Ils sont rapides, mais ils sont pas non plus... Ça dépend où tu te trouves. Quand tu te trouves à Paris, crois-moi que ça fonctionne très bien. Effectivement. Mais moi, je vois en province, on n'est pas pressé. Hein. Des moments, il nous dit le dimanche, j'en ai besoin pour lundi, quoi. Donc, juste, je te rejoins. Donc, on a, dans l'outil de Business Intelligence, sur le site,
Donc avec notre data scientist, j'étais encore ce matin en échange avec lui, on essaie d'ajuster de plus en plus, on fait ça par itération, pour se dire, on a une longue traîne, et c'est juste pour répondre, qu'est-ce qui ferait venir quelqu'un chez Oxford et pas ailleurs, c'est que on a des produits qu'on peut avoir sur commande, le client il passe la commande, il l'a pas tout de suite, mais on peut l'avoir, et du coup on peut avoir un catalogue assez large et très spécifique. Tu vois, et je sais pas, il y a une telle taille, une couleur qu'il veut spécifiquement, et c'est la partie best-seller. On met la business intelligence pour se dire, ça, ce produit-là, il faut qu'il y ait en permanence du stock, quoi. Et ça, on sait l'analyser. Ça veut dire que ton logisticien, il a malgré tout un stock tampon. Oui. Lui, à venir, il s'en occupe pas, c'est nous qui l'organisons. Oui, c'est toi qui l'organise. Il y a bien ce stock qui existe, et il fait du pick-up. On a 25% du catalogue du site en stock. Voilà, d'accord. Pourquoi 25% ? Parce que on a sur les best-sellers, c'est des produits, t'en vends des dizaines par jour, on se pose pas la question. Puis parfois un best-seller, c'est quand même des produits qui se vendent un peu moins, mais qu'il faut avoir, quoi. Donc, d'ailleurs, à propos de vente de produits, tu me disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, avant qu'on enregistre, c'est qu'il y a une sensibilité forte à la météo dans ton business. Oui. Et quand on n'y pense pas forcément, tu peux nous le redire ? Là, tout le monde a vécu cet été indien qui a continué jusqu'en octobre. D'ailleurs, on était ensemble à Biarritz et on mangeait en terrasse presque le soir, quoi. C'est très agréable. C'est très agréable. C'est juste que nous, quand tu commences à vendre, continuer à vendre des Bermudas ou des shorts de travail et des t-shirts jusqu'en octobre, ça accélère pas les ventes. Par contre, quand tu commences à vendre des bottes fourrées, des pantalons, et on en vend des pantalons toilés, mais des produits un peu plus chauds, là, ton panier moyen, il augmente, et puis tes ventes, elles s'accélèrent, quoi. Et il faut pas oublier que on a la chance de travailler dans les bureaux, mais la plupart des travailleurs manuels qui vont, qui neigent, il y a la boue, ils travaillent, quoi. Donc on l'a vu, maintenant on est passé vraiment par revenir sur les sujets des puits dernièrement, là, mais du coup effectivement on a eu un très bon mois de novembre parce que les gens commençaient à acheter tardivement, mais ils ont acheté des produits qui sont plutôt pour la pluie et l'extérieur, quoi. Ça veut dire qu'il y a une saisonnalité dans ton business, c'est plutôt les mois d'automne et d'hiver qui sont les plus actifs. Ça commence en septembre où août, on n'arrive jamais à vendre parce que vraiment le B2C est en congé, le B2B, le P2B, le petit B2B, il dit comme mes clients sont en vacances, je vais fermer aussi, je vais pouvoir me reposer. Donc là, on a vraiment un gros trou. C'est mort. C'est mort. Franchement, tu peux mettre... C'est quoi la période chaude pour toi ? Ça commence en septembre, ça monte en octobre, c'est très fort en novembre, et là en décembre, ça va continuer. Là, les 15 premiers jours de décembre, je suis pas inquiet, mais après, on n'est pas un produit de fête, hein. Tu vas être honnête. Et puis, tout va se ralentir. Les fournisseurs, ils vont peut-être même faire des coupures, estivales, des coupures pour les fêtes. Et donc, du coup... il faut... trêve des confiseurs. Oui, tout à fait. Et donc, ça va être plus calme. Les points communs que je vois, donc il y a vraiment des grandes périodes. Le début d'année, il est comment alors ? Oui, aussi. Je le vois parce qu'avant, je travaillais avec un client qui était à ma menuiserie. Il avait 1,5 million de budget de pub et il mettait en janvier, en mars, en septembre. Et c'est ce qu'on vit. Nous, on fait un bon mois de janvier. Là, il se réveille, ça y est, on est reparti, il faut aller travailler, il fait froid. C'est quand même les périodes les plus froides, hein, si on regarde en France. Et puis, mars, il y a aussi le printemps qui revient, les gens rebricolent en extérieur. Enfin, il y a une tendance début d'année, mars et septembre. Ok, merci pour ces précisions. Pour conclure notre conversation, j'aimerais qu'on fasse le focus sur la relation client. On a commencé à l'évoquer en filigrane de nos propos, mais comment ça se gère ? Un client B2B qui est parfois un B2C, mais bref, sur ton site, on voit que les prix sont affichés en TTC et en hors taxe, mais c'est cependant le TTC qui est mis en avant. Tu m'expliquais la raison, tu vas nous la redonner tout à l'heure. Voilà, je voudrais qu'on parle CRM, data, acquisition, fidélisation, comment ça fonctionne quand on adresse le marché qui est le tien, c'est-à-dire majoritairement quand même des professionnels. Donc, pour revenir sur la partie TTC, effectivement, le pro qui arrive, il aime bien regarder. Moi-même, je suis pro. Hein, quand je peux voir d'un seul coup d'œil le prix que je vais récupérer en TVA, les moins 20%, c'est intéressant. Par contre, quand tu vis sur Google Shopping, si d'un seul coup tu mets les clients voient moins 20, et quand ils arrivent sur le site, ils font oui, mais je vais quand même payer la TVA. Tout le monde ne récupère pas la TVA. Là, t'as... Oui, c'est pas pour être disqualifié par rapport à la concurrence et être déceptif quand on clique sur tes campagnes, parce que le prix est 20% moins cher. Je vais résumer, je crois que ça peut paraître langue de bois, mais
j'apprécie. Ce que je veux, c'est que la promesse soit tenue. On fait pas du 48 heures sur tous les produits, puisque de toute façon, on a que 25% du catalogue. Donc, les délais qu'on annonce, on les respecte. Sauf cas exceptionnel. Les prix qu'on annonce, on essaie à la fois d'être avec la marque, de pas casser sur que la marque est vraiment se dit tiens, j'ai un partenaire digital et il met en avant mes produits et il respecte les prix. La promesse sur les délais et donc après pour que les gens me disent voilà, quand j'achète chez Oxwork, je sais à quoi je m'attends. Tout ça c'est prévu. Comment on adresse nos clients? Après, on fait des choses qui sont pas ultra innovantes, mais on a tous, en tant qu'e-commerçants, du mass mailing, des opérations où les soldes, le Black Friday, des opérations, on fait des happy hours parfois, certains jours, pour dire aux clients, cette période-là, par exemple le week-end, on sait que c'est creux, on va lui dire, on va vous faire un petit code promo le vendredi pour pousser encore un peu le week-end. Ça fonctionne comme pour du B2C en fait. Oui. Comment tes clients en basé, puisque tu vends, on l'a pas parlé, mais tu vends aussi sur les marketplaces. Oui. C'est une partie qui n'est pas la plus grosse de ton chiffre d'affaires, si je dis pas. Non, mais il y a si on voit Mano Mano a du bricoleur averti. C'est quelqu'un qui peut poser sa porte de douche lui-même, et aussi du Mano Pro. Ils ont la moitié de la base des artisans en France de chez Mano Pro, donc on est à peu près sur la même cible, quoi. Donc c'est vécu comme nous, c'est du B2C, mais dedans il y a des pros. Les factures, faut pas oublier de les envoyer. Justement, c'est vers ça que je voulais t'emmener. Tes clients, ils ouvrent un compte. J'entends un compte client. Comme n'importe quel particulier a un compte sur la Fnac ou sur Amazon et retrouver l'historique de tes commandes, ça fonctionne de la même façon pour tes consommateurs. Donc sur le site, tu peux ajouter au panier et passer ta commande, et puis en fonction des modes de paiement, tu as des facilités de paiement où un peu comme quand tu ouvres un compte, tu payes pas tout de suite. Tu as aussi la possibilité d'ajouter au devis, et là ta commande, elle est transmise à la cellule commerciale. La cellule commerciale va échanger avec le client pour retravailler le devis, en gros la proposition assez brute qu'il a faite. Quand il valide, son devis à un prix spécifique, ça devient une commande, et lui, il peut repasser en commande et payer dans le tunnel. Ok. Dans son espace client, ce qu'il va retrouver tout ce qui est classique, commande, historique de commande, il sait jusqu'à quand il peut retourner son produit, donc c'est 60 jours chez nous. Il peut gérer son étiquette de retour. Ça c'est automatisé, et il peut retrouver ses devis. Donc il va lui permettre de dire tiens en fait qu'est-ce que j'avais acheté comme référence, ils ont 50 000 références, je sais plus laquelle là. Donc il peut reprendre son devis ou sa commande et la renouveler pour repasser commande, quoi. Donc ça nécessite un outil de CRM quand même pour fonctionner tout ça, ou vous avez développé on a développé en interne, front, on est vraiment en mode on fait tout nous-mêmes. Cette base de clients, vous la segmentez comment? Est-ce que c'est en fonction des comportements d'achat? Tout à l'heure, tu me parlais de clients qui sont plutôt fans de certaines marques et qui vont acheter toujours cette marque. Est-ce que vous segmentez en fonction de la typologie de business, c'est-à-dire des infirmières, des travailleurs dans le BTP? Est-ce que vous le faites aussi en fonction de la taille de l'entreprise, d'un indépendant ou à une PME? Ou alors est-ce que vous arrivez à mélanger tous ces critères? Bref, comment on fait pour adresser je vais éliminer rapidement parce que c'est beaucoup plus compliqué à agglomérer ou consolider, c'est le marché des infirmières ou des cuisiniers, etc. Le deuxième point que tu disais, par métier, c'est mon rêve, mais actuellement, on n'a pas suffisamment de data pour le faire. Alors, quelqu'un qui achète un produit de cuisine ou cuisinier, là, tu as la réponse. Seulement quelqu'un qui prend un pantalon pour l'utiliser en tant que paysagiste ou BTP, c'est pas évident. Donc, ce qui est quand même plus facile, ça reste les marques. Parce qu'encore une fois, les gens qui viennent chez Oxwork, c'est une marque qui est déposée, mais on est fabricants, ils viennent parce qu'ils aiment la marque Helly Hansen, Carhartt, Dickies, U-Power, ils sont fidèles à cette marque-là. Et donc, on fait du RFM, résonance fréquence montant. Donc, avec notre data scientist en interne, régulièrement, on exporte quelle est la fréquence et le montant d'achat pour telle marque, pour réactiver le client, lui dire, vous avez acheté le produit de telle marque
Voilà, on vous fait un code promotionnel qui est valable une semaine pour être dans ça, Customer Success Lifetime Value. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça passe. C'est plutôt on dit la Customer Journey, mais la période de réachat, quoi. Parce que par exemple, quand tu fais du mass ping, tu lui envoies les frais de port, il fait oui, moi j'ai passé une commande il y a une semaine ou il y a 3 mois. Moi je passe mes commandes tous les 6 mois. Donc on connaît au niveau de nos clients les montants de panier. Et l'idée c'est que quand il rachète, on va essayer de lui faire augmenter son panier. Souvent ça va être comme ça. La première commande, il fait je connais pas trop Oxwork, je vais pas mettre 3000 € chez Oxwork parce que je sais pas, même s'il y a des avis, voilà, ils y vont tranquillement et au fur et à mesure ils vont augmenter, quoi. Donc l'idée c'est de leur pousser le panier, les contacter au bon moment et beaucoup sur les marques. La fidélisation, c'est un sujet qui vous préoccupe? C'est un sujet qui est dans la roadmap. Actuellement, je ne peux pas dire qu'on fait la fidélisation parce qu'on réactive des clients, ce qui est complètement différent de ce que je t'évoquais tout à l'heure. Cyril qui a passé une commande sur le site et Michel qui a passé 5 commandes sur le site. Donc ça, on les réactive avec notre outil de marketing automation, qui est celui qui a passé 6 commandes. On peut lui augmenter sa réduction pour la prochaine fois. Mais moi, mon rêve, c'est quand on sera passé à Magento 2.4, on le mettra en place, ça va avoir un outil de fidélité, quoi. Plus tu viens, plus tu as de la remise. Pour vraiment, le client dit, effectivement, quand on regarde en frontal, les prix sont pareils qu'ailleurs. Mais derrière, j'ai plus intérêt à acheter régulièrement parce que plus j'achète... Parce que tu vas avoir des remises que d'autres n'auront pas et de plus en plus fortes si tu es un gros client. Exactement. Avec une fréquence d'achat récurrente. On a rapidement parlé de l'acquisition, mais finalement, parce qu'elle est la même que pour n'importe quel e-commerçant, c'est-à-dire les campagnes que tu fais, elles diffèrent de ce qu'on connaît habituellement. Là, pour les gens qui me connaissent, quand on est sur quand on est sur des salons, des séminaires que l'on fait ensemble, quoi, le SEO, on le fait beaucoup nous-mêmes. On fait notre contenu nous-mêmes en 5 langues. Il faut oublier que le Oxwork.eu, derrière, il y a 5 langues. Donc, on a vraiment des compétences internes pour la partie SEO. Réseau de backlinks, PBN, je ne sais pas si ça parle à tes auditeurs, mais le Private Business Network. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez exactement les mêmes enjeux que dans le B2C. Mais vous avez internalisé ces compétences-là, oui, c'est ce que tu veux nous dire. Par exemple, sur des événements comme le One ou d'autres, je ne travaille pas avec des agences, je travaille avec des spécialistes dans un domaine spécifique. UX, acquisition, service client, etc. Parce que je cherche soit des gens qui ont une technologie, soit des gens qui ont la data. Et par exemple, une agence qui fait du SEO, on peut les appeler ponctuellement pour une mission ponctuelle, enfin il y a une mission très précise, quoi. Mais je suis une agence. J'ai quelqu'un qui s'occupe que du mailing, j'ai quelqu'un qui s'occupe que du SEO, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la création de produits qui complètent le SEO, puisque je vais rentrer là-dedans, mais on a des outils pour analyser les meilleures ventes chez les fournisseurs et être au plus près du marché. J'ai un data scientist. On se rend compte qu'on fait beaucoup de choses en nous-mêmes, quoi. Bon, écoutez, pour conclure sur un dernier mot, en 2 secondes, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux pour la suite du développement d'Oxwork? Que la levée de fonds que j'ai réinitiée puisse se faire. Ça va se décanter début d'année prochaine, où on est déjà sur l'Europe. On a livré dans 32 pays sur un an, là. C'est une activité qui n'arrête pas de se développer. Et on veut accélérer puisqu'on est en UK, Allemagne, Italie et partie Benelux, quoi. Mais on veut ouvrir la Hollande, le Portugal, l'Espagne. Et donc moi c'est un marché où je crois où il faut aller. Donc après on va pas casser le marché avec nos petits bras, une petite structure à taille humaine. Mais je cherche un acteur et des acteurs qui sont intéressés pour dire en gros on est scalable. On est prêt on vend déjà. Je viens de citer le nom de pays. On a juste c'est comme du kérosène, avec un peu plus de kérosène, on va un peu plus inonder et puis aller essayer d'avoir quelques parts de marché sur d'autres pays, quoi. Bon, et écoute David, merci beaucoup pour la qualité de cet échange et la façon avec laquelle tu nous as présenté à la fois ton parcours et puis la vision avec laquelle tu penses que Oxwork va pouvoir adresser son marché. Merci de nous avoir parlé du B2B. Merci aux auditeurs qui sont toujours plus présents et
aux messages que vous m'envoyez ou même aux petits mots que vous me présentez quand on se croise à des différents événements professionnels. Je suis toujours sensible à ce genre de choses. Merci bien sûr au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Et avant que je te dise merci David, si on veut te contacter, LinkedIn c'est le meilleur endroit. Oui, tout à fait. Donc David Sévelin sur LinkedIn, Oxwork, vous trouverez facilement. Si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez toujours me contacter, je ferai la mise en relation. David, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci Cyril.